j'écrivais un autre roman, et en fait, donc, comme je l'abordais l'autre jour, il y avait toutes ces questions où justement j'étais pas à l'aise dans l'écriture. Il y a quelque chose que j'arrivais pas à libérer. Et à la lumière de tous les commentaires qui ont pu m'être faits, le regard sur mes têtes, tout, il y a un moment où voilà, j'ai pris cette réflexion à bras-le-corps et je me suis beaucoup remis en question. Et j'ai compris en fait de quoi ça procédait, donc quelque chose d'un complexe, vraiment d'une illégitimité. Si bien que au moment où je me suis libéré, j'ai écrit le premier chapitre de Fief, qui à l'époque s'appelait Aquarium. Et qui, donc le texte simplement, à l'époque c'était même pas pour moi le début d'un roman, puisqu'en fait je croyais que c'était le 8e chapitre du livre que j'écrivais à l'époque. Pour le faire très vite, c'était un récit à 2 étages, avec un monde réel et un monde onirique. L'histoire d'un mec qui fait un voyage dans sa propre conscience. Et on se retrouve dans un monde qui est scindé en 4 territoires, qui est géré par un homme, qui est l'entité de ce territoire. Les 4 territoires portent un nom. Il y a compassion, volupté, violence et inertie. Et j'avais une manière très déterminée de parler de chacun de ces mondes, parce que je disais, voilà, chez compassion, on est dans l'écoute, chez violence, on est dans le conflit, chez volupté, on est dans la séduction, et puis chez inertie. Ça, c'est exactement la première séance de Master Création Littéraire. Au moment où on a fait un tour de table, j'ai parlé de ça. Et à l'époque, Olivier Rosenthal, qui m'a beaucoup suivi dans mon travail, me dit, eh ben, vous voyez, inertie, vous ne savez pas comment dire, là il y a un trou. C'est là que vous devez aller chercher. Et un jour, je me dis, ok, elle me parle de ça, et peut-être qu'il y a un trou, ok, inertie, ouais, j'écris des mecs qui bougent pas, qui fument des mecs qui jouent aux cartes. Mais il y a une telle étrangeté qui s'en dégage, rien que dans le style en fait, où je m'étais libéré de tellement de choses que ça n'avait rien à voir. Et là, on m'a dit, David, t'es peut-être pas en train de... Enfin, oui, t'es en train de trouver ton écriture, t'es en train de trouver ta voix, mais c'est peut-être pas ça finalement le livre que tu dois écrire. Et puis, début de 2e année, tour de table, Olivier Rosenthal, David, t'en es où? Et moi je dis, bah écoute, j'écris un récit à 2 étages, bah là je suis dans les escaliers, je fume des clopes, je suis pas trop quoi. Et puis du coup je me raccroche à l'idée qu'il y a ce texte, Aquarium, ces mecs qui jouent aux cartes, et j'y vois dedans tous les procédés, tous les dispositifs qui m'intéressent, l'étirement du temps, être dans ce truc de pas être... d'être dans juste un truc de monstration, tu vois, où vraiment tu fais exister une scène par son ambiance, son atmosphère, les voix et les gestes. Je me suis dit, ok, peut-être que je suis pas encore prêt à être écrivain, donc je dois travailler. Donc j'ai entamé toute une série de textes basés sur l'idée de l'exercice d'écriture. Un passage où Lavis raconte une histoire, et puis Jonas l'observe, et il genre tire une latte, souffle la fumée, cendre. Je l'ai conçu comme un exercice. Il y a la dimension du renoncement à la vie héroïque, mais moi j'offre un regard, on va dire, c'est-à-dire je mets en avant un regard, mais pour autant, je me mets en dehors de toute prescription, dans le sens de voilà comment il serait plus judicieux de vivre la vie. Parce que finalement, là où il y a la potentialité d'une éthique de vie, qui caresse, que Jonas frôle la réflexion, moi je crois que c'est au moment d'Embruche avec les mauvaises herbes, où justement il se dit mais la nature, elle n'a pas de plan, elle n'a pas de calendrier. C'est comme si il se disait qu'il n'y a que dans la passivité qu'on est vraiment proche de sa nature. Donc en fait Antoine Lefèvre a un truc un peu d'opposition nature-culture, lui il voudrait être juste dans la nature, c'est-à-dire exister, être. Alors que culturellement, mais vraiment dans le sens très global de ce qu'est la culture, eh ben, on a développé des éthiques, des morales et par-dessus ça des buts auxquels se consacrer, à poursuivre. Il y a beaucoup de choses dans le texte que je cherche à passer sous silence parce que on est tellement... il suffit que je dise d'un mec quel est son métier par exemple, et tout à coup on va le regarder sous le prisme de cette information qu'on a donnée de lui, quoi. Et moi je voulais revenir à quelque chose de finalement plus faire la rencontre d'un personnage par son attitude, sa manière d'être, et peut-être qu'ils ont des emplois les mecs. Mais moi je peux pas le dire, je sais pas, c'est pas dans le texte. J'ai besoin d'en faire l'économie parce que j'ai le sentiment que ça me permet de placer le focus ailleurs. Alors après sur la vision du monde, tout ça, j'essaye de faire en sorte que ma vision du monde ne soit pas livrée par le texte de manière explicite. Mais évidemment que je fournis une certaine manière de voir les choses, parce que, oui, j'ai un rapport au temps
très particulier, j'ai besoin de beaucoup de temps pour chaque chose, j'ai besoin de m'installer dans le temps. C'est comme ça aussi que j'écris, j'ai besoin d'étirer le temps pour m'installer dans le texte, pour ensuite faire de la coupe, pour savoir où le temps n'a pas besoin d'être étiré. Je suis un garçon très contemplatif, très monomaniaque, je fais vraiment une chose à la fois, c'est très difficile pour moi de... Tu vois, si là je recevais plein de textos et je sentais vibrer mon truc, je pourrais pas regarder mon téléphone, même si ça avait l'air très urgent, tu vois, je pourrais pas, c'est juste... Donc je pense qu'à travers Fief, je livre effectivement une vision du monde et sans le faire exprès, je prescris peut-être une manière d'être, une manière de se positionner par rapport au monde qui serait finalement un peu de se débarrasser du carcan des éléments objectifs sur une personne, alors son habitat, son métier, pour aller plutôt vers le particulier. Moi, c'est le particulier qui m'intéresse, parce que dans le particulier, on peut installer de la nuance, et je trouve que c'est là qu'on peut raconter des histoires intéressantes. Maintenant, de là à avoir écrit le texte pour dire, voilà une pensée, une philosophie que je veux mettre en avant, le texte en tout cas n'en procède pas. À partir du moment où on est auteur et qu'on raconte des histoires, toutes les histoires qu'on raconte sont imprégnées de ce qu'on est et du regard qu'on porte sur les choses. Parce que rien qu'à travers le choix d'une histoire, un choix scénaristique, on dit quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de choses que j'ai voulu passer sous silence, parce que je ne voulais pas avoir l'air de dire quelque chose. Notamment la question de l'origine de mes personnages. Sont-ils des Français de souche, des mecs issus d'immigration? C'est quelque chose que je voulais passer sous silence, parce que je trouvais que tout à coup, le point focal est déplacé. Et que tout à coup, ça devient quelque chose sur quoi on peut appuyer pour dire, voilà, l'auteur veut mettre ça en avant. Par exemple, j'avais un moment du texte où Habib et Poto, je crois, ils parlaient de Benzema. À un moment donné, je sais pas, mais c'était juste au détour d'une phrase, t'as pas vu le but qu'il a mis. Puis je me suis dit, dès lors que tu mets des choses d'actualité, on va dire, le simple fait d'avoir choisi une chose plutôt qu'une autre, eh ben, on va dire, voilà, ici l'auteur met le doigt sur ça, quoi. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Donc si je mets 1, 2, 3 trucs qui font écho avec l'actualité, là, l'auteur appuie sur ça. L'auteur veut mettre ça en avant. Pour noyer l'éventuel intérêt que je pourrais avoir pour certaines questions, j'ai qu'à mettre 150 thèmes différents, mais tout à coup, je charge le livre à mort, avec plein de trucs, comme pour en noyer 2 ou 3. Donc au final, moi, le choix que j'ai fait, c'est passer tout ça sous silence. Donc effectivement, j'ai pas voulu le situer, ni dans le temps, ni dans l'espace. J'ai pas voulu dire de quelle origine ils sont, j'ai pas voulu dire s'ils ont des emplois, parce que, en plus, il y a quand même un élément qui est assez central, c'est qu'on est dans l'intériorité de Jonas, et que tout passe par son filtre, et que je vois le premier chapitre, la partie de carte dans le premier chapitre, je la vois comme assez essentielle dans ce qu'elle renseigne à propos du projet esthétique global du livre. Parce que la première fois que je l'écris, au moment où il prend le set, là il se le dit pour lui-même, mais j'étais sur le truc d'expliquer les règles en même temps qu'il joue. Et toi, quand tu es dans ta tête, tu fais une partie de cartes, tu te dis, attends, lui, il doit avoir une paire de je sais pas quoi, tu vois. Tu penses pour toi-même, tu connais les règles, tu vas pas te les expliquer à toi-même. Donc, à partir du moment où on est dans cette intériorité, lui, Jonas, il fait pas tellement... Peut-être à la boxe, il fait des portraits. Mais justement, pour moi, là, il y a une ambivalence, il y a des trucs sur lesquels, parfois, je reviens sur le texte en me disant, là, bizarrement, il présente un personnage, alors que finalement, pourquoi il le ferait pour lui-même? Donc, tu vois, il y a encore des endroits du texte où je suis encore un peu bancal, finalement. Parce que je me dis que lui, toi quand t'es avec ton pote, tu passes pas ton temps à te rappeler ce qu'il fait dans la vie, qui il est. Non, tu veux juste, si en plus t'as cette intériorité-là de ce mec qui fait que de regarder ce qui se passe autour de lui, et par intellectualisation, on pourrait dire que c'est une manière de ne pas regarder au-delà en fait, de ne pas se projeter, de ne pas réfléchir sur lui-même. C'était tout l'enjeu d'être dans une intériorité qui ne réfléchit pas. Parce que comme elle ne réfléchit pas, elle ne met pas les choses en perspective et elle s'arrête finalement au concret absolu, quoi. L'incarner. Ça, c'est un mot que j'ai pas prononcé dans l'histoire, pourtant il est au carrefour de tout, que ce soit incarné. Alors, pour la question de l'image, en fait, moi je suis très dans le son et l'image. C'est clair que je suis très à l'écoute et je regarde beaucoup. Et tu parles du mode plan séquence, en fait, ouais, moi je l'ai même formulé comme ça très vite dans le master quand ça a commencé à se dessiner. Je travaille pas sans image mentale. Je peux pas me lancer dans un texte si j'ai pas une image dans la tête. Il faut que j'ai une image. Parfois, c'est juste vraiment un instantané, un flash, mais ça me donne quelque chose, ça fait exister cette scène et c'est la porte d'entrée. Le plan séquence, donc moi-même j'ai mobilisé ce terme pour être dans ce moment de la temporalité éprouvée.
Je me rappelle que j'avais, pour le truc de la Huisse qui fume sa clope, j'avais allumé une clope et lu le texte et je m'étais demandé si c'était crédible, tu vois. Je travaille vraiment sur que la temporalité, elle soit... ça se voit moins dans cette dernière version, parce que j'ai fait beaucoup de coupes. Ma première version, c'est vraiment, tu loupes pas une seconde, quoi. Vraiment, t'en loupes pas une seconde. Et puis finalement, du coup, c'est devenu un peu toute l'esthétique du livre. Et ça me permet à moi vraiment de m'installer dans le texte. Parce que au passage, sur un plan, on va dire, tu restes en mode plan séquence, tu vas raconter vu que tu vas pas vouloir en perdre une miette, tu vas raconter des choses parfois pas intéressantes en fait. Mais à la relecture, eh ben, tu sais où elles sont, tu les identifies, et puis du coup ça te permet de voir où tu vas faire des coupes et comment tu vas faire de la couture entre les deux éléments qui tout à coup vont se trouver accolés l'un à l'autre. Il n'y a pas une phrase du texte que je vois pas, je la vois quelque part. Tu vois, je suis un peu gêné dans un livre quand je sens que c'est le moment, attention là on va décrire l'espace. C'est le moment un peu monolithique de la description, là on décrit. Moi j'aime beaucoup installer mes descriptions dans un mouvement. Je crois que ça se voit dans la salle de boxe. Voilà, quand il arrive dans la salle. Aussi. Quand il arrive dans la salle, il livre ce qu'il voit en premier. Donc il dit d'abord, il y a des sacs et il y a le ring au fond. Mais une fois qu'il va s'échauffer, qu'il va faire l'échauffement et qu'il va tourner comme ça, tout à coup il va parler des miroirs, tout à coup il va parler d'autres choses, quoi. Et j'aime bien avoir en tête ce truc de... Bon alors, t'as déjà joué à des RPG sur PlayStation, le moment où tu mets la map, et que t'as des jeux comme ça où la carte elle se dévoile au fur et à mesure que tu évolues dans les espaces. Et en fait j'aime bien le voir comme ça. En gros aussi, vraiment là je te le fais comme si c'était une formule, c'est élément de décor, action de personnage, flux de conscience du narrateur. Bon, là c'est la formule, tu vois. Alors ça marche pas systématiquement comme ça. Si tu le penses comme un... Là c'est comme un scénario finalement, enfin comme quand t'écris... en séquence. Ouais, complètement. Alors après, c'est aussi mes obsessions. C'est-à-dire que j'ai tellement peur de rater quelque chose que je me dis j'ai qu'à tout mettre et puis après je ferai mes choix. Donc dans ce plan séquence-là, je ne voudrais pas qu'il se passe un truc qui m'échappe. Donc après ça renvoie beaucoup à mes obsessions. Parce que, et puis voilà, j'ai un rapport à la précision, je dois avouer. Qui est que, enfin moi, si tu me dis David pose ça là, je vais te dire mais tu préfères que je le pose comme ça ou comme ça, tu vois. Parce que t'as peut-être tes habitudes, tu vois, t'as peut-être une manière. Parce que moi je l'ai. Parce que moi chez moi, si tu viens chez moi et que tu poses un truc, je te dirais non, pose-le comme ça. Moi je le ferai pas forcément, mais toi oui. Bon. Voilà. Pour les dialogues, c'est pas des phrases que j'ai entendues et que j'ai copiées telles quelles. Ça non. Mais peut-être que je les ai déjà toutes entendues, mais ça a jamais été. Je la chope, je la note, attends vas-y, qu'est-ce que tu viens de dire? Je la note et là je la remets. Ça non. Par contre, voilà, j'ai un rapport aux manières de parler, ça me fascine. Alors, j'adore les dialogues d'Audiard, enfin voilà, j'ai un truc avec le dialogue, mais j'ai un truc avec ce qui est dit, mais comment c'est dit. Donc c'est pareil, moi mon écoute du rap, tu vois, il y a toujours le comment c'est dit. Et donc j'aime bien les mecs qui ont un accent, j'aime bien les mecs qui ont une manière de parler, et j'aime bien les tics verbaux, et je suis très attentif à tout ça, et enfin voilà, tu sais, de la même manière que toi t'attends des potes et d'un coup ils arrivent en bande, il y en a un qui gueule plus fort que les autres et tu sais que c'est tes potes parce que lui t'as reconnu avec ta famille, tu sais même dans le couloir si quelqu'un marche à son pas, tu sais qui c'est. En fait je suis constamment à l'écoute de ça. Quand je suis à un café, j'écoute les gens à côté, voilà, j'écoute énormément. Donc je pense qu'à terme, t'es tellement imprégné de quelque chose. Et puis j'avoue que ce langage-là, moi, ça me fait rire, quoi. J'adore moi je suis entouré de punchliners, quoi, que des putains de comiques en puissance, mais ils sont drôles. Et puis il y a toujours ce truc de vouloir trouver la formule choc. Parce que c'est aussi un truc de se challenger les uns les autres. Parce que c'est pas le tout d'avoir sorti une vanne, c'est comment il l'a dit. Il y a une espèce d'expression, un tic verbal là, qui s'est développé. Moi je le vois parce que je suis prof de boxe, donc à la salle et tout, j'ai des ados, quoi. Mais je les écoute parler aussi. Et puis il y avait un truc qui revenait beaucoup là. C'est par exemple un gars il dit un truc, tu vois, il sort une line, et t'en as toujours un pour dire il a dit, tu vois. Je sais pas, il y en a un il fait peut-être je suis rabat. Il est rabat, il a dit. C'est genre le truc de il a dit. Tu sais, de relever, il a dit ça. Et pourquoi c'est intéressant en fait? Et parce qu'en fait, le mec qui dit pas ce qu'il a dit, c'est qu'il trouve que dans sa formulation, il y avait quelque chose. En fait, je me rends compte que c'est un truc qu'on partage grave. Alors moi, peut-être que je suis spécialement obsédé par ça, mais j'adore le retranscrire. Et moi, c'est un plaisir quand j'ai une line et que j'aime bien. Dans la dictée, quand l'autre il dit le plaisir, ouais mais le plaisir, je connais, t'as dit donc, je sais pas quoi, et l'autre qui lui dit mais si je dis le plaisir de ta mère la pute, tu vois. Et là il y a des gens, tu vois, qui peuvent lire ça en se disant oula c'est chaud, c'est insulte et tout, tu vois. Alors que là en fait il y a rien. L'autre après, Habib, il lui répond
lui répond un truc genre hey, reste tranquille la bif, on pourrait se dire attends, tu restes tranquille. Non, en fait, tu fais reste tranquille. Tu vois, c'est plutôt ça. Donc voilà, du coup, c'est un rapport à cette gouaille-là qui me fait tellement rire, que je trouve tellement jubilatoire, que je le fais avec grand plaisir. Et comme je l'écoute tellement, j'en suis imprégné, donc sûrement que je le retranscris de manière à peu près juste. Toi, tu trouves que bon, alors ok, merci, c'est cool. Parce que c'est mon travail en fait, c'est mon travail, et donc je m'y applique, et ça sonne pas forcément tout de suite, parce que moi j'ai fait de la sociologie, donc j'ai fait des entretiens de sociologie que je devais retranscrire, mais de manière extrêmement précise, c'est-à-dire avec les les bégaiements, en fait, quand on parle, il y a tellement de choses parasites, si vraiment on les met à plat, retranscrit littéralement quoi. En vrai, si j'avais vraiment voulu retranscrire une oralité, j'aurais fait ça. Donc c'est en ça que c'est un travail, parce que tu viens lisser, mais sans le rendre artificiel, sans le rendre trop écrit tout à coup. En fait, c'est très écrit. Tout le travail, c'est comment faire en sorte que ça n'ait pas l'air d'être travaillé. Moi, il y a plein de gens qui sont persuadés que j'écris comme je parle, et que c'est pas une langue très travaillée. C'est quand tu as un site comme Babelio, où n'importe qui peut venir mettre un commentaire. Il y a des gens qui me chient dessus, en disant que j'ai épargné aucun cliché, que j'écris comme je parle, que c'est pas une langue travaillée, tu vois. Puis moi, je suis vaniteux, enfin, je suis un pauvre con, alors, je tombe sur le truc, tu vois, genre, attends, t'es qui, toi? Il a son profil, on voit ses lectures, bon, je vois Catherine Pancol, et puis d'un coup, j'ai ce truc de me rappeler de Céline, qui dit non, mais les écrivains, ils rampent dans les phrases, et j'avais le truc de dire, parce que vous appelez l'écriture travaillée, j'appelle ça ramper dans les phrases, tu vois. Parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui ont cette idée qu'une écriture travaillée, c'est une écriture au langage soutenu, à la belle langue. Au moment où un mec prend la parole, je le sens si c'est artificiel ou pas. C'est pour ça que j'ai très peur des éventuels acteurs pour le film. Faut être très bon là, parce que l'artifice est très très proche. Il est juste là, quoi. Parce que forcément, la question se posera toujours de savoir si, je crois que je l'ai abordé l'autre soir, de savoir si écrire, enfin être artiste, est-ce que c'est proposer ou perpétuer en fait? Est-ce que tu perpétues une tradition ou est-ce que tu proposes une nouveauté? Et forcément, quand tu proposes une nouveauté, les gens sont pas prêts. Les gens sont pas prêts pour ça. Alors il y en a qui le sont sans le savoir, parce que ça procède d'un désir, ou parce qu'ils sont prêts, parce que moi je me rends compte qu'il y a des gens qui sont lecteurs, qui avaient du mal à rentrer dans mon texte, parce que le fondu, le verlan, tout ça, et des gens qui lisent pas du tout, mais qui sont de cette génération, pour qui ça a glissé. Donc eux, ils étaient prêts pour ça, parce que quelque part, il y a une attente inconsciente de leur part, parce que c'est sûrement des gens qui vivent la littérature comme quelque chose qui les rejette, qui les repousse, et parce que c'est pas pour eux, parce que ça convoque un vocabulaire, une langue qui n'est pas la leur, et qui, sans le savoir, étaient prêts pour ça, sans le savoir, le désirait, et qui, waouh, ok, là on me parle à moi, quoi. Et donc, voilà, je sais plus à quoi je réponds, mais... Non, mais parce qu'en fait, on voulait faire une partie de l'interview aussi, on a dans le numéro 4 de la coudée, donc pas sur le prochain, mais encore celui d'après, on essaye de construire un dossier sur le rap, et un peu de tout ce qui se développe par rapport justement au vocabulaire, aux nouvelles normes, où tu parlais de nouveaux typos, c'est comme ça que je me présente aussi à chaque fois, ou même par rapport aux poésies du Moyen-Âge qui étaient très codifiées aussi. Bien sûr. Et du coup, on voulait t'entendre un peu, même comment parce que t'en as écrit. On a été voir Tito Lopez sur YouTube. Oh merde. Oh merde. Merci. Et comment ça va, je me démerde ou pas? Ouais, c'est cool. Hein. Putain, ouais, c'était cool. Ok, tant mieux. Très amateur quand même. Et quelle est la différence déjà, comment ça a pu t'influencer? Peut-être est-ce que tu as commencé par écrire du rap ou tu écrivais d'abord d'autres choses, tu es passé par le rap? J'écrivais d'autres choses quand j'étais petit, mais je mélangeais les films que je regardais à la télé. Je me souviens avoir fait une espèce de mash-up entre Usual Suspect et Pulp Fiction, tu vois, un truc très bizarre. Et en plus, mon hobby, c'était d'inventer des morts improbables. J'aimais que ça flingue à tout va. Et je me souviens un jour, j'avais fait un mec, genre, tu sais, au plafond, parfois, t'as ce truc, ce ventilo là, l'autre qui genre, il me coupe la tête comme ça, tu vois. Genre, ça me faisait kiffer, j'avais 9 ans. J'aurais montré ça à mes parents, franchement, ils auraient bien fait de m'emmener chez un psychologue. Donc, franchement,